Aujourd'hui, émission exceptionnelle puisqu'on reçoit le président Nicolas Sarkozy qui a accepté notre interview pour raconter son incarcération. Je pense que le plus beau geste d'amour, c'est celui de Carla qui m'a accompagné à l'Élysée, m'a accompagné à la santé. C'est ça, faire le tour du monde. C'est pas un défaut en politique d'être C'est sentimental? sûrement un défaut. Je suis tellement persuadé que c'est normal que l'on m'aime que ça confine à la naïveté. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, émission exceptionnelle puisqu'on reçoit le président Nicolas Sarkozy qui a accepté notre interview. Il n'en fera qu'une d'ailleurs. Pour raconter son incarcération, il a sorti un livre qui s'appelle Le journal d'un prisonnier aux éditions Fayard. Il a accepté de venir raconter, jour après jour, comme dans le livre, on va suivre le parcours du livre, on va revenir évidemment sur l'affaire judiciaire, sur le procès, pour comprendre tout ce qui s'est passé, et comment il a vécu, lui, de l'intérieur, son incarcération. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur pas mal de chaînes d'infos, je vais lui poser toutes les questions, comme il m'a proposé de le faire. Juste avant qu'on commence l'émission, je vous rappelle qu'on part en tournée avec Légende. On prend 6 invités qui ont marqué la chaîne. On part en octobre et en novembre 2026. Ça va s'appeler le Légende Tour dans les 16 plus grandes villes de France, dans les 16 plus grandes salles de France. On va mettre une scène au centre et chaque invité viendra raconter 3 anecdotes exceptionnelles. On part avec Philippe Boxall, le médecin légiste. On part avec un pilote d'hélicoptère Tigre à l'armée, un pilote d'hélicoptère de combat. On part avec un astrophysicien, un ancien trader devenu banquier, qui nous racontera aussi l'envers du décor du système financier. Une thérapeute de couple sera avec nous aussi, Thérèse Argot. Et enfin, on aura aussi Éméré, qui a 10 ans, qui a la maladie des os de verre et qui nous parlera aussi de son parcours. Un invité artiste chaque jour, sur chaque date, dans chaque ville en plus. Et un invité surprise qu'on annoncera juste avant, qui va être énorme, vous le verrez. Je peux pas encore vous dire qui, mais en tout cas, prenez vos places avant, faites-moi confiance. Après, il n'y en aura plus. Du coup, prenez-les dès que vous pouvez sur légende-tour.fr. J'ai hâte de vous y voir, hâte de vous rencontrer. On part avec toute l'équipe, voilà, dans les 16 plus grandes salles de France et de Belgique d'ailleurs, puisqu'on passe à Forêt Nationale à Bruxelles. En tout cas, merci de faire de Légende le premier podcast de France sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast en audio. Vous pouvez nous suivre aussi évidemment sur YouTube. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs à notre chaîne avant qu'on commence. Et c'est parti maintenant avec le président Nicolas Sarkozy sur Légende. On y va. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Je suis invité de Guillaume Pley, Légende, la 2e fois. C'est parti. Eh ben, bienvenue, Monsieur le Président. Je reprends le clap. Content de vous recevoir à nouveau. Merci de m'inviter. On avait fait une émission il y a 1 an environ, la première interview, vraiment longue d'ailleurs sur votre vie, sur votre parcours. Vous avez accepté de revenir, je vous remercie de nous faire confiance une 2e fois. Vous sortez votre livre qui s'appelle Le journal d'un prisonnier aux éditions Fayard. Si vous voulez le chercher, je vous mettrai le lien dans la description pour le commander directement. Je sais que vous avez eu beaucoup de demandes d'interview, vous parlez de votre détention à l'intérieur, on va y revenir sur toute l'affaire, sur toute l'histoire. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de venir chez nous? Bon, ce livre est sans doute le plus personnel de tous les livres que j'ai écrits. Il est important pour moi. Je crois que je dis des choses que je n'ai jamais dites avant. Oui. Et je n'avais pas envie de multiplier les interviews dans les médias dits classiques, excusez l'expression, parce qu'ils ont été tellement utilisés pour dire des choses que les gens ne pensaient pas, que j'ai voulu faire un pas de côté. L'interview que nous faisons ensemble, ça sera sans doute le seul interview audiovisuel. Je voulais avoir le temps, je voulais, dans cette interview, redonner l'ambiance qu'il y a dans le livre, et j'avais pas envie de faire un 20h, ils m'ont tous invité. J'avais pas envie de rentrer dans le cirque politique habituel, et je voulais que les gens comprennent que ce n'est pas un livre politique, c'est un livre humain. Et que ma réponse à la violence qui m'a été faite, j'ai voulu que ça soit une réponse littéraire. Comment vous allez aujourd'hui? On va revenir en détail sur tout, mais vous? Je vais bien, enfin, physiquement et moralement, je vais bien. Et forcément, après cette expérience à laquelle je ne m'attendais pas, on est changé. Et quand on change dans la vie, il faut espérer de changer en mieux, pas de changer en moins bien. Dans le livre, première page, vous écrivez « Par souci du respect de la vérité et de la crédibilité de mon propos, j'ai choisi de ne modifier aucun des noms des protagonistes de ce récit. Chacun pourra donc s'y reconnaître et ainsi assumer sa juste part de responsabilité dans ce qui restera, à n'en pas douter, une douloureuse épreuve judiciaire. »
Est-ce qu'il y a des noms que vous avez hésité à mettre dans un livre comme ça, quand vous vous livrez? Non, c'est un clin d'œil. Vous savez, souvent, quand vous lisez des romans, des bons romans, il y a un avertissement. Rien de ce qui est écrit n'est vrai. Les personnages sont inventés. Et si par hasard quelqu'un se reconnaissait, ça serait une erreur. Moi, j'ai voulu faire le contraire. Dire tout est vrai? Tout est vrai. Alors, il faut faire attention parce que le mot vérité, dans mon esprit, il ne peut se conjuguer qu'au pluriel. Il n'existe pas au singulier, le mot vérité. Parce qu'il y a ma vérité, mais il y a celle des autres, de ceux qui m'aiment ou de ceux qui m'aiment pas. Il y a la vérité du moment, il y a la vérité du passé, il y a la vérité du futur. Mais ce livre, je l'ai mis sur le timbre de l'authenticité, de la sincérité. Et comment être authentique et sincère si on commence par avoir peur de dire ce qui a eu lieu et de parler des gens qui ont été les acteurs de ce qui a eu lieu. Est-ce qu'on a peur des conséquences parfois sur un nom, de se dire tiens, comment il va le prendre, comment ça va à la sortie du livre, vous voyez? Est-ce qu'on se pose la question? La peur, c'est une question essentielle dans la vie. La peur, c'est le pire des sentiments. Parce que la peur n'évite pas le danger, et parce que si on se laisse emporter par la peur, on ne fait plus rien. On ne se marie pas, on ne fait pas d'enfants, on ne sort pas dans la rue, on ne crée pas son entreprise, on ne change pas de vie, on ne va pas au bout de ses idées. Donc, comme tout le monde, je peux ressentir ce sentiment. Mais j'essaie toujours de le dominer parce que c'est un sentiment qui paralyse. Et la vie, le sens de la vie, c'est le contraire de la paralysie, c'est le mouvement. C'est le mouvement qui donne un sens à la vie, pas l'immobilisme. Et pourquoi vous avez eu besoin d'écrire un livre? Vous auriez pu le raconter dans une interview. Est-ce que vous l'avez écrit au fur et à mesure, ce livre? Comment ça s'est passé en prison pour l'écriture, je parle? Vous savez, je ne m'attendais pas du tout à connaître cette expérience de la prison. Invraisemblable. Et quand je suis rentré dans ma cellule et que les surveillants ont fermé la porte, puisque j'étais 23 heures sur 24 fermé dans 12 mètres carrés, je me suis assis sur le lit, il y avait un lit et une chaise. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Je n'avais aucune idée de combien de temps j'y resterais. Et je me suis dit, si je ne fais pas quelque chose, il y a un risque de devenir fou. Et donc, 5 minutes après être rentré en cellule, seul, il y a une petite table en bois plaqué, avec une chaise en plastique. Je me suis assis, et j'ai commencé à écrire, et j'ai écrit jusque quasiment la dernière minute de mon emprisonnement. Vous l'avez appelé le journal d'un prisonnier. Vous avez choisi le titre après l'avoir écrit, dès le début, vous avez non, dit le titre m'est venu tout de suite, et j'ai voulu faire le prisonnier pour banaliser. Je ne voulais pas être dans une démarche de plainte ou de victimisation. Le prisonnier, c'est un prisonnier comme les autres. Et le journal, c'était le quotidien d'un prisonnier. Et ça m'est venu tout de suite dans la tête et je l'ai gardé. Vous l'avez écrit, vous n'aviez pas d'ordinateur dans la cellule? Non, puisque j'étais sans doute l'un des rares détenus de la santé à ne pas avoir de téléphone, qui m'avait été retiré. Pas de téléphone portable, vous voulez dire? Pas de téléphone portable, oui. Pas d'ordinateur, je n'avais pas le droit. Et même la tablette sur laquelle j'avais des abonnements de journaux et sur laquelle je pouvais voir des films, ils n'ont pas voulu que je l'aie. Donc, de toute manière, c'était pas question pour moi d'écrire autrement que manuscrit, et j'ai écrit tous mes livres de façon manuscrite. C'est les feuilles que m'ont prêté vos équipes, le journal d'un prisonnier, on vous voit vraiment écrire de manière manuscrite. Comment vous avez fait en 20 jours, précisément, d'incarcération, comment vous avez fait pour préparer et finir le livre? La question que se posaient les gens sur comment il a pu écrire un livre en 20 jours et que ça sorte aussi vite. Bon, d'abord, quand on est enfermé 23 heures sur 24,
Et l'enfermer n'est pas un mot. La porte de ma cellule était fermée. Non pas à double tour, mais à triple ou à quadruple tour. Tout mon temps était consacré à ça. Je suis resté 21 jours là-bas. J'ai continué à écrire une semaine après, mais c'est plus de 300, peut-être 350 heures de travail. C'est beaucoup de travail. Parce que j'écrivais de l'heure où je me levais vers 6h30 du matin, jusqu'au soir où je m'endormais vers 22h30. C'était ma seule occupation. Mais c'était une sacrée occupation. Toute la journée. Toute la journée, une partie de la nuit, parce que c'était ma façon de m'évader. Parce que mon esprit, mon imagination, il ne pouvait pas l'enfermer. Il ne pouvait pas le mettre en prison. Je restais maître de mon inspiration. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur vous quand vous étiez en prison. On entendait des gens crier. Je vous poserai toutes les questions. Vous m'avez dit que je pouvais vraiment poser toutes les questions. Je vais vous les poser après. Juste, vous dites une phrase au début du livre, et puis on va rentrer après dans l'histoire, mais vous dites que vous vous livrez plus facilement à l'écrit. Alors que vous parlez pourtant... Oui, j'ai réfléchi, parce que quand vous êtes 23 heures sur 24 dans 12 mètres carrés, la seule personne avec qui vous pouvez discuter, c'est vous-même. Mais réfléchissez, c'est très rare dans la vie. Surtout quand on a ma vie, où ma vie n'a été faite que de rencontres, de voyages, de déplacements, de foules, favorables ou hostiles. Moi, je me suis toujours nourri de l'échange avec les autres. Là, j'avais pas de contact avec les autres détenus pour des raisons de sécurité. Je n'avais pas le droit de parler avec les officiers de police qui étaient là pour ma sécurité. Qui vous accompagnent au quotidien, d'ailleurs. C'est des gens que vous connaissez bien depuis des années. Oui, mais qui ne sont jamais rentrés dans ma cellule. Ils ont accepté de vous suivre en prison, on en parlera. Mais ils ont tous été volontaires, ils ont été fantastiques, et je leur en suis tellement reconnaissant. Mais ils ne sont jamais rentrés dans ma cellule, on n'a jamais parlé ensemble. Et donc, les seuls contacts et échanges que j'avais, c'est au moment de la livraison des repas, où ils ouvraient ma cellule, où ils la fermaient, avec les surveillants, qui sont d'ailleurs des hommes et des femmes à qui je veux rendre hommage, qui ont été remarquables. Vous avez découvert le milieu carcéral, vraiment. Vous en parlez beaucoup des gens qui travaillent en prison. C'est pas quelque chose que je connaissais. Et donc, on est bien obligé de faire ce travail avec soi-même. Et donc, l'écriture a été d'un grand secours. J'ai écrit ce livre intégralement seul. Je n'ai pas fait de plan, je n'avais aucune archive. J'ai écrit, et c'est venu. Je vais rappeler les faits dans les grandes lignes pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Tout commence en 2012. Mediapart va publier un document affirmant qu'un accord de financement libyen aurait existé. Alors, concrètement, on vous accuse d'avoir financé votre campagne présidentielle de 2007 avec l'argent du régime de Mouammar Kadhafi, donc le dirigeant libyen. En 2013, la justice française ouvre une information judiciaire pour corruption passive, financement illicite de campagne électorale, recel de détournement de fonds publics libyens et association de malfaiteurs. Ça, c'est l'histoire. Le jour de la condamnation, le 25 septembre, vous êtes convoqué au tribunal correctionnel de Paris pour la lecture du délibéré, c'est-à-dire en fait l'ensemble des décisions prises, en gros. Qu'est-ce que vous imaginiez à ce moment-là, en allant au tribunal? Est-ce que vous imaginiez une seconde que ça pouvait... Mais jamais, mais personne n'imaginait ça. Et d'ailleurs, cette décision du tribunal, nous la prenons comme une formidable nouvelle au début, puisque je suis relaxé de 3 des 4 chefs d'inculpation et les plus graves. Et le tribunal dit, le document Mediapart est probablement un faux, on n'a pas trouvé un centime d'argent libyen ni dans votre patrimoine, ni dans la campagne, il n'y a pas de financement illégal. Vous n'êtes pas enrichi personnellement? Mais bien sûr, naturellement. Pas de corruption passive, pas de recel de détournement de fonds publics, pas de financement illicite de campagne électorale. Ils ont reconnu qu'effectivement le document était probablement un faux, c'est les termes qu'ils ont employés. Et vous avez pu prouver aussi que vous n'avez pas reçu d'argent de la part de Ziad Takieddine, homme d'affaires franco-libanais, puisqu'il a affirmé vous avoir remis une valise de cash le 28 janvier 2007 et que vous n'étiez pas à Paris ce jour-là. C'est difficile de m'en mettre quelque chose quand je n'étais pas là. J'étais à 800 km, puisque j'étais dans le Vaucluse, chez mon frère, mais bon. Et donc, c'est une injustice que j'ai ressentie comme telle. Et non seulement la peine de 5 ans de prison était complètement ahurissante par rapport
aux incriminations. Mais le bouquet auquel personne ne s'attendait, c'est l'exécution provisoire. À aucun moment... Avec la présidente qui dit « Ah, monsieur Sarkozy, vous êtes toujours présenté aux convocations de la justice, ce qui est vrai, donc vous allez en prison, exécution provisoire, mais dans 3 semaines. Mais s'il y avait un risque que je m'enfuis, pourquoi pas tout de suite ?» Et donc personne n'imaginait ça. Mes pires contempteurs ne l'imaginaient pas, et moi non plus d'ailleurs. Comme la justice au début, quand la présidente va énumérer tout, et elle va donc reconnaître l'absence totale de preuves directes d'un financement libyen. Au début, vous l'expliquez très bien dans le livre, au début, vous êtes rassuré, vous dites, voilà, ça y est. Mais mieux, elle dit que mon trésorier de campagne, Éric Woerth, mon trésorier de campagne, est relaxé de financement illégal. Si mon trésorier de campagne est relaxé de financement illégal, et si en 10 ans, vous n'avez pas trouvé 1 centime de financement illégal, moi, je pense, comme tous les observateurs, bon, mais c'est fini. Soulagement. Et là, vous dites, dans le livre, page 98, si vous avez possibilité de le lire, vous allez voir, tout à coup, le ton de la présidente a changé. Il est soudain devenu plus dur, plus mécanique. Elle fixait ses notes et ne me regardait plus. Vous avez vu ce changement au milieu? Oui, je m'en souviens très bien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais même pas. Il y avait eu 2 heures où elle avait dit « Vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, c'est des faux, aucun dirigeant libyen n'a apporté la moindre preuve de ce qu'il disait. » Et tout d'un coup, je reçois ça comme un coup de poing dans la figure. Et comme vous y attendiez pas, vous n'avez pas préparé, parce qu'après vous parlez directement, quelques minutes après, vous allez sortir devant les journalistes, on va vous voir, parler. Pour dire la vérité, je ne m'attendais pas à une bonne nouvelle, franchement. Et je savais que si c'était une bonne nouvelle, le parquet financier ferait appel, et que si c'était une mauvaise nouvelle, nous ferions appel. Donc c'était pas fini. Ouais. C'était pas fini. Et donc on avait prévu que mes avocats feraient une déclaration devant la gravité de ce qui se passait, devant l'annonce que j'allais aller en prison, qui a provoqué une stupéfaction dans la salle. Il y a eu un cri des gens dans la salle. Vous dites la salle a poussé un cri, ouais, page 100. Mais qui était ni un cri de soutien, ni un cri d'opposition, qui est un cri de stupéfaction. D'étonnement. Ah, je crois que le mot étonnement est faible. De stupéfaction. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller moi-même face aux médias. Il y avait peut-être 150 journalistes, et c'était mon rôle d'y aller, c'était pas le rôle des avocats. C'est la première fois qu'un président de la République est condamné à de la prison ferme. Vous allez donc parler aux journalistes, vous allez dire la haine n'a donc décidément aucune limite. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute, je suis innocent. Ça vient tout seul? Là, ça vient du tréfonds de moi. J'ai été jugé, non pas pour ce que j'avais fait ou pas fait, mais pour ce que j'étais. C'est le contraire de ce que devrait être un état de droit. Et donc, à ce moment-là, je ne peux pas accepter de reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait. Je suis innocent. Et tout ce que je dis depuis 10 ans, rien. 13 ans même. Hein. Enfin, bon, en fonction de la durée des instructions, des mises en examen. Rien de ce que je dis, depuis le début, n'a été contredit par les faits. J'ai dit le document Mediapart est un faux. Aujourd'hui, c'est acté. J'ai dit vous ne trouvez pas 1 centime libyen. Aujourd'hui, c'est acté. J'ai dit c'est une revanche des kadhafistes, parce que c'est moi qui ai fait partir du pouvoir Kadhafi. Aujourd'hui, c'est acté qu'ils n'ont produit aucune des preuves qu'ils annonçaient. C'est incompréhensible, cet acharnement. Mais je n'ai pas l'intention de baisser la tête. Ça a été reconnu comme un faux ou probablement un faux? Ça en est où? Quand la présidente du tribunal correctionnel dit « le document Mediapart est probablement un faux », le probablement un faux, ça pèse lourd. Vous êtes dans quel état en rentrant? Parce que vous expliquez, vous dites on me pense toujours dur et solide, mais je reste choqué à ce moment-là. Comment vous êtes en rentrant? Vous êtes avec votre femme, Carla Bruni, et comment vous êtes au retour du tribunal?
j'ai à la fois envie de hurler parce que c'est une telle injustice. Et en même temps, il faut garder de la force. Vous savez, quand on dit les gens sont courageux, ils sont courageux parce qu'ils peuvent être lâches. Sinon, ils sont inconscients. Et quand on dit les gens sont forts, ils sont forts parce qu'ils dominent leur faiblesse. Il n'y a pas deux mondes. Un monde avec les gens courageux qui ignorent la peur, un monde avec les gens forts qui ignorent la faiblesse. Il y a un seul monde. Avec une femme ou un homme qui domine sa peur à un moment donné, ou qui domine sa faiblesse à un moment donné. Et celui qui domine à un moment donné sa faiblesse, il se pose légitimement la question que je me suis posée. Est-ce que cette force va me quitter ou est-ce qu'elle ne me quittera pas? Votre femme, Carla Bruni, parce que vous avez choisi ce métier de faire de la politique et vous êtes solide, mais quand on a une femme, des enfants, un beau-fils, etc., comment elle le vit, elle, à ce moment-là? Est-ce que c'est plus dur à vivre pour elle que pour vous, même? Oui, comment on est? Je pense que pour Carla, qui a été exceptionnelle, du premier moment jusqu'au dernier... Vous parlez beaucoup d'elle dans le livre, on parlera. Je parle beaucoup d'elle parce qu'elle est importante. Et pour mes enfants, c'est plus dur que pour moi. Dans l'œil du cyclone, la mer est plus calme que dans sa périphérie. Et quand Carla a dû venir à la prison, que j'avais le droit de la voir avec les enfants 3 ou 4 fois, 50 minutes, pas plus, par semaine. Et on était enfermés dans une pièce, sans fenêtre. Et donc, pour ma fille qui est venue, pour mes enfants qui sont venus, pour ma femme, c'est une épreuve. Et j'ai ressenti cette épreuve avec beaucoup de colère. Parce que toute cette souffrance injuste, c'est insupportable. Vous allez être convoqué par le parquet national financier, qui vont vous poser des questions avant de rentrer en prison. C'est une étape qu'on ne connaît pas, quand on n'a pas vécu ça. Ils vont vous demander, le but de ce rendez-vous, c'est quoi? C'est de comprendre si vous avez... ils vont vous poser des questions très personnelles, d'ailleurs, à ce moment-là, notamment si vous avez des envies suicidaires, je crois. Qu'est-ce que vous leur répondez quand vous allez à ce rendez-vous, avant l'incarcération? Ils m'ont demandé d'abord si je me droguais. Ça m'a fait sourire, parce que je pensais que depuis qu'ils m'écoutaient, qu'ils me suivaient, qu'ils m'auscultaient, ils avaient compris que j'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Et j'ai pas été choqué d'ailleurs qu'on me pose ces questions. Et la dame qui a posé cette question était plutôt humaine. Elle m'a dit, est-ce que vous avez des tendances? J'ai dit, madame, j'ai 70 ans, jusqu'à présent, non. Ah, elle me dit, mais vous savez, on ne sait pas comment les gens résistent à l'enfermement. Ben, vous avez raison, je ne sais pas. On verra. On verra. Petit aparté, mais dans la première émission, vous aviez dit que vous n'aviez jamais fumé une cigarette de votre vie et bu une goutte d'alcool. Et il y a eu des montages qui ont été faits, qui ont fait des dizaines de millions de vues de vous avec une cigarette dans la main, mais qui n'était pas allumée. Et parfois, vous aviez une cigarette dans la main ou un verre d'alcool. Je crois que c'est peut-être au salon de l'agriculture où vous faisiez semblant. Est-ce que parfois, pour expliquer cette séquence qui a beaucoup tourné, est-ce que vous faisiez semblant de boire au salon de l'agriculture quand on vous tendait un verre? Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Un jour où j'étais au salon du Beaujolais Nouveau, on m'a tendu un verre, je n'ai pas bu. J'ai fait chin-chin. Vous êtes trinqué? J'ai porté le verre et c'est tout. Bon. Et sur la cigarette, peut-être qu'un jour il y a une photo avec de moi une cigarette, mais je n'ai jamais fumé de ma vie. On va vous retirer, vous parlez d'Emmanuel Macron, le président de la République. On va vous retirer d'ailleurs la Légion d'honneur. Il va vous proposer quelque chose aussi. Je vais revenir sur les 2 points, si vous voulez bien, qui sont dans le livre. Le 17 octobre, donc c'est à quelques jours de votre entrée dans la prison de la Santé, vous êtes invité par le président à l'Élysée. On va en parler dans 2 secondes, mais je voudrais juste revenir sur la Légion d'honneur, parce que c'est quelques mois plus tôt, on vous l'a retirée. Vous l'aviez reçue en 2005 des mains de Jacques Chirac à l'époque. C'est seulement la 2e fois depuis le maréchal Pétain qu'on retire la Légion d'honneur à un chef d'État français. Comment vous l'avez vécu, vous, humainement, cette décision? Non, je ne l'ai pas ressenti, enfin, je ne l'ai pas ressenti douloureusement. En 2005, quand Jacques Chirac me remet la Légion d'honneur dans son bureau, il ne fait pas de discours.
Mais il dit, devant ma famille, qu'il est content de me la remettre. Il me dit même, comme tu as été député et ministre, on ne pouvait pas te la remettre. Puisque tu quittes le gouvernement, je te la remets. Et je pense à ce que tu as fait pour sauver les enfants dans l'affaire HB. Human Bomb à Neuilly, vous êtes rentré dans une... Vous l'avez raconté la première émission, quand vous rentrez pour sauver des enfants d'une prise d'otage. Ouais. Ça, c'est là où j'ai eu la Légion d'honneur. Et la deuxième Légion d'honneur, c'est quand je suis devenu grand maître de la Légion d'honneur, parce que j'ai été élu président de la République. Mais moi, j'ai pas sauvé les enfants pour avoir la Légion d'honneur, et j'ai pas été élu président de la République pour avoir la Légion d'honneur. Qu'un obscur général, grand chancelier de la Légion d'honneur, me le retire, c'est pas grave. Enfin, je pense que c'est plus grave pour lui qu'il le fait que pour moi qu'il le subit, mais à mon âge, avec la vie que j'ai eue, la chance que j'ai eue, restons calmes sur les honneurs un peu factices. Je parle en temps de paix. Parce que la Légion d'honneur en temps de guerre, c'est autre chose. Vous dites, depuis sa funeste décision de dissoudre l'Assemblée nationale en 2024, nos relations s'étaient distendues. Je n'avais pas compris, encore moins accepté ce que j'avais considéré comme un caprice qui fait autant de mal à la France qu'à son auteur. Vous dites vraiment ce que vous pensez dans le livre. Et c'est exactement ce que je pense. Cette décision était une funeste décision qui a fait beaucoup de mal au pays, puisque ça l'a plongé dans la période d'incertitude et de pagaille qu'on voit aujourd'hui, et une funeste décision pour le président, qui depuis a beaucoup de mal à rassembler la confiance des Français autour de lui. Oui. Vous réfléchissez à accepter son invitation quand il vous invite à l'Élysée avant de rentrer en prison? Oui, j'hésite. Et autour de moi, quelques-uns de mes amis ou proches collaborateurs disent « n'y allez pas ». Et j'y étais d'abord parce que refuser l'invitation du président de la République, c'était pas respectueux vis-à-vis de l'institution et du rôle que moi-même j'ai eu. Et deuxièmement, je suis sentimental. C'est un grand défaut. Et donc, même si on m'a blessé avant, je suis toujours prêt à pardonner après. Il vous dit qu'il a appris, juste avant, vous alliez rentrer en prison. Est-ce que c'est possible, vraiment, que le président l'ait appris juste avant? Je ne dis pas qu'il l'a appris. Je dis qu'il m'a donné le sentiment. C'est ma vérité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. La vérité au singulier, la vérité au pluriel. Sans doute lui-même a une autre vérité. Mais je l'ai trouvé comme stupéfait par cette perspective. Alors je comprends très bien, je voyais beaucoup de Français qui ne croyaient pas que j'irais à la santé, qui pensaient que c'était virtuel, malgré la décision du tribunal. C'est tellement invraisemblable qu'il a fallu un moment pour coller la réalité et cette perspective. Et j'ai eu le sentiment qu'il était étonné et qu'il voulait faire quelque chose. Je lui en suis d'ailleurs reconnaissant. J'ai trouvé qu'humainement c'était bien, et il était très préoccupé de ma sécurité en prison. Il va vous appeler le lendemain, après ce rendez-vous à l'Élysée, et il va vous proposer de changer de prison, de ne pas aller à la santé. Pour quelle raison il vous propose ça? Parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la capacité de la prison de la santé à assurer ma sécurité. En tant qu'ancien chef d'État? Bien sûr. La prison n'était pas adaptée pour cela. Et moi, j'ai dit, c'est pas moi qui ai choisi d'aller à la santé, le tribunal décide que je dois aller à la santé, j'irai à la santé et nulle part ailleurs. Vous refusez la proposition Non, je refuse toute perspective d'aménagement. Je ne voulais en aucun cas qu'on puisse considérer que j'étais privilégié. On vous voit aller voir un match du PSG 2 jours avant l'incarcération. Vous expliquez la raison. Si vous n'y seriez pas allé normalement, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes allé au stade? On vous a aperçu au loin. Vous savez, ça fait un peu plus de 10 ans que je m'occupe des enfants qui ont un cancer. Et donc, chaque année, je participe à des événements, d'ailleurs avec Brigitte Macron, pour lever des fonds pour la cause des enfants qui ont un cancer. Car le cancer des enfants n'a rien à voir avec le cancer des adultes. Car leur système immunitaire n'est pas développé comme le nôtre.
c'est un drame abominable. Chaque année, il y a près de 3000 enfants qui ont un cancer. Et sur ces 3000, il y en a 10% qui meurent. Et chaque année, je vais passer une après-midi avec eux. Alors qu'il y a quelques mois, j'avais passé une après-midi avec eux, j'ai vu un jeune qui devait avoir 14-15 ans, avec un épouvantable cancer qui lui donnait des aphtes partout. Il ne pouvait plus boire, plus manger. Il était vraiment à une situation difficile. Il y avait sa mère et sa sœur. Je rentre dans sa chambre. Je ne décris pas tous les problèmes physiques qu'il avait, mais ça n'allait pas. Et sa mère me dit, il est comme vous, un fan du PSG. Et je me tourne vers lui et je lui dis, écoute, je suis sûr que tu vas t'en sortir. À la minute où tu peux sortir de l'hôpital, tu m'appelles et je t'emmène au match avec moi. Et je laisse mes coordonnées. Et quelques semaines avant mon incarcération, alors que je ne savais pas que j'allais être incarcéré, on prend rendez-vous. Et il me dit, je veux vraiment venir. Je lui dis, bien sûr. Est-ce que je peux venir avec ma mère et ma sœur? Je me retrouve avec les trois. Là-dessus, je suis condamné, 25. J'ai aucune envie d'aller me montrer, alors que je viens de prendre 5 ans de prison ferme et que je vais aller à la santé. Mais je réfléchis, j'ai pas le droit de décevoir cet enfant, ce jeune. Si par confort de moi-même, je refuse d'y aller, c'est le rêve du petit qui s'écroule. C'est vous qui le meniez, vous aviez eu les places pour lui, etc. Non, mais c'est pas la même chose qu'il y aille seul, il peut avoir les places, et qu'il y aille avec moi. Parce que je l'ai emmené voir les joueurs, le vestiaire, etc. Donc j'ai maintenu. Pour lui. Ouais. Pas pour moi, pour lui. Et on a passé une soirée fantastique. Vous allez entrer à la prison de la Santé le 21 octobre, c'est la date. Qu'est-ce que vous faites la veille? Comment est-ce qu'on se prépare à aller en prison? Mais on ne se prépare pas. Je refuse d'arrêter de vivre parce que je subis cette injustice. Je ne vais pas en plus commencer l'emprisonnement le 25 septembre alors que je rentre en prison le 21 octobre. Je refuse cela. Vous voulez m'étrangler, je vis. Vous voulez m'enfermer, je vis. Je vis. Je vis normalement. J'amène ma fille à l'école, je vais faire mon jogging quotidien, je vais au bureau, j'emmène ma femme au restaurant. Je vis. Journée normale, quoi. Pas journée normale. Vie normale. Je ne vais pas commencer l'emprisonnement avant qu'il ne commence. Ou alors c'est que j'accepte l'injustice. Vous arrivez à dormir la veille? Bien sûr. Je vais donc leur faire le cadeau de mes jours et de mes nuits. Depuis 10 ans, je vais arrêter de vivre pour ça? Parce que je subis une injustice abominable? Je vis. J'ai vécu, je vis et je vivrai. Il y a un sujet que vous abordez à plusieurs reprises, c'est la foi. Page 17, vous dites « Je n'en ai jamais fait la confidence à personne, mais j'ai pensé à ce moment précis de ma vie que la prière pouvait être un précieux recours. C'est un sentiment nouveau pour moi. » Ça a réveillé quelque chose. D'abord, vous m'avez posé tout à l'heure une question à laquelle je n'ai pas répondu, qui est toute ma vie, l'instrument de la conquête a été la parole. Et je me suis aperçu que l'instrument de la confession pour moi, c'est l'écrit. Je suis plus pudique en parole qu'à l'écrit. Ensuite, vous êtes seul, dans 12 mètres carrés, 23 heures sur 24. J'allais pas refuser l'aide, y compris du haut. Avec qui je pouvais parler? Qui pouvait m'aider? À ce moment-là, on est comme celui qui est au bord d'un précipice. Il y a une main qui se tend, il ne se demande pas s'il est céleste ou terrestre. Il la prend.
Et peu m'importe les jugements là-dessus. Il y a une grâce dans toutes les situations. Et dans cette situation-là, d'extrême dénuement humain, il faut rester ouvert à toutes les opportunités, y compris les opportunités supérieures. On va y revenir sur le sujet si vous voulez bien après. Quand vous partez, vous sortez de chez vous, vos enfants sortent, petits-enfants, enfants, tout le monde sort, et vous avez suivi après avec Carla Bruni, avec votre femme, vous avez descendu la ruelle qui est de chez vous. Il y a beaucoup de Français qui vous attendent en bas, je ne saurais pas dire combien, suivant les plans de la Terre, on a toujours du mal à savoir, mais beaucoup de gens, des centaines, peut-être des milliers. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que vous n'avez jamais posé la question, vous n'avez pas reparlé depuis. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir qu'il y a autant de monde qui était venu vous voir à je ne sais plus quelle heure du matin, 8 heures peut-être du matin, au mois d'octobre? Bon, d'abord, ma fille avait été malade toute la nuit et on ne voulait pas qu'elle descende, mais elle a voulu absolument descendre. Et là, je suis très ému de la présence de tous ces gens. Mais je me concentre pour pas craquer, pour rester digne, réservé, pudique. C'est pas facile. C'est ce que vous dites, hein, page 19, vous dites « J'embrassais ma fille, les larmes me montaient aux yeux. Je me jetais littéralement dans la voiture. » Pour pas craquer devant personne. Bon. Disons que j'ai senti qu'il ne fallait pas allonger ce moment. Vous savez pas combien de temps vous allez être séparés à ce moment-là? Non. Quand vous dites au revoir à vos proches, à votre famille, vous savez pas pour combien de temps vous partez? Vous n'avez aucune indication à l'avance? Est-ce qu'on vous dit dans une semaine, vous pourrez peut-être faire une demande, dans un mois, dans 6 mois? Est-ce que vous avez une indication? Je n'ai aucune indication de combien de temps je resterai en prison. Vous emmenez quoi avec vous? J'ai vu que vous aviez parlé de livres, de certains livres, etc. J'avais le droit d'avoir 3 livres, du papier, un bic, peu d'affaires, puisqu'il n'y a pas de quoi ranger, et puis, de toute manière, je n'avais pas besoin de grand-chose. J'ai vu que vous aviez pris le Comte de Monte Cristo, je crois, dans un article. Est-ce que vous avez pu le lire? Vous n'avez même pas pu parce que vous avez écrit tout le long. Parce que c'est épais. Je l'ai lu, mais je l'avais déjà lu, mais j'ai lu moins que je l'imaginais, puisque comme l'écriture me prenait entre 8 et 10 heures par jour, ça remplissait un gros moment. Mais j'avais emporté la biographie de Jésus, le Comte de Monte Cristo, et un livre de Saint-Exupéry, Lettre à un otage. Vous allez être escorté par des motards qui sont postés devant chez vous. Et vous dites, un instant, je me serais cru revenu à la soirée de mon élection en mai 2007. Vous saviez qu'il y avait les motards qui attendaient l'escorte présidentielle Non, c'est pas vous qui l'avez demandé. Vous l'avez découvert. J'ai rien demandé du tout. Et j'ai retraversé Paris avec les gens qui me faisaient des signes amicaux sur le trottoir, les motards devant, un cortège de motos de presse derrière. C'était complètement irréel. Et même j'arrive à la prison de la Santé avec 20 minutes d'avance sur l'horaire prévu. Et l'administration pénitentiaire n'est pas en mesure de me recevoir, donc on fait attendre le cortège. C'est pour ça que vous êtes resté devant longtemps? Bien sûr. On me dit, on n'est pas prêt, attendez. Donc, vous voyez que le risque de fuite était patent, puisque je suis arrivé à la prison 20 minutes avant l'heure prévue. C'est quoi votre première impression quand cette porte s'ouvre et que vous retrouvez Honnêtement, je me serais senti... j'aurais été à 10 000 km de là, avec 12 heures de décalage horaire, que j'aurais pas été plus dépaysé, quoi. Il y a cette cour sinistre, en pente, parce que c'est là où on guillotinait les gens à l'époque, et c'était en pente pour que le sang puisse couler. Tout est gris, tout sent la tristesse et la désespérance. Et c'est un choc. Vous avez un numéro d'écrou, dites. On vous donne, comme chaque prisonnier, un numéro d'écrou, 320 535. Qu'est-ce que c'est qu'un numéro d'écrou pour... J'arrive, on m'amène chez une dame, très gentille d'ailleurs, derrière
un guichet renforcé, je ne sais pas s'il était blindé, mais en tout cas renforcé. Et elle me donne mon numéro d'écrou, c'est ainsi que je serai désormais désigné. C'est votre nom, en fait, on vous appelle par un numéro d'écrou. On ne m'appelle pas par numéro d'écrou, mais c'est ma dénomination administrative. Comment on vous accueille? Est-ce qu'il y a un directeur de la prison? Qui vous accueille à l'arrivée à l'intérieur? Il y a 3 personnes, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur régional de l'administration pénitentiaire et le directeur de la prison. Vous dites page 29, mes futurs voisins seraient au choix des terroristes islamistes, des assassins ou des narcotrafiquants. Disons qu'on me signale, on me signifie tout de suite que je serai mis à l'isolement, c'est-à-dire dans un bâtiment spécifique où personne ne va. À mon étage, il y avait 11 cellules, j'avais la cellule numéro 11, et c'est l'étage des plus dangereux. Mais c'est là où vous êtes le plus en sécurité. C'est pas ma décision, mais ça rend encore plus bizarre tout ce qui s'est passé. Vous aviez une cellule PMR, donc pour quand on est en fauteuil, voilà. Personne à mobilité réduite. Vous aviez un miroir très bas, je crois, sans parler, pour vous raser, vous donner des détails. Je ne comprenais pas pourquoi le miroir sur le lavabo était mis à la hauteur de ma ceinture. J'ai demandé, c'est curieux. Elle me dit, parce que dans cette cellule, on peut mettre des personnes à mobilité réduite. Donc je devais me plier en 4 pour me raser, pour me peigner ou pour me brosser les dents, enfin faire des gestes quotidiens. Vous dites, en m'asseyant sur le lit qui n'était pas fait, j'ai eu un choc, je n'avais jamais senti, y compris à l'armée lors de mon service militaire, un matelas plus dur, une table aurait presque été plus souple. H35. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en rentrant, quand les surveillants vont fermer la cellule, vous vous retrouvez tout seul, pour la première fois enfermé? Qu'est-ce que vous remarquez de particulier? Non, je comprends que en prison, il faut rester attentif et vigilant, vis-à-vis de l'extérieur comme vis-à-vis de soi-même. Parce que vite, on peut aller vers la tristesse. Sombrer. Ou sombrer. Donc il faut tout de suite se prendre en main. Donc je décide de faire mon lit et de commencer à écrire. Page 47, vous dites, un match de la Champions League pour ma première soirée d'incarcération, c'était soit un hasard, soit un signe de la providence. Si vous allumez la télé, vous avez la télé quand même Ah oui, il y a une petite télévision avec les chaînes hertziennes. Vous avez regardé le match? Oui, j'ai regardé le match, oui. Oui. Avec moins de plaisir que quand je le regarde chez moi. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, de vidéos où on entend des gens crier, vous interpeller dans la cellule, vous menacer d'ailleurs. Il y a eu même je crois, des gens qui ont été arrêtés le lendemain. Enfin, ils étaient déjà en prison, mais ils sont allés les chercher dans la cellule. Ils ont été identifiés. Il y a eu des gardes à vue. Est-ce que vous les avez entendus de votre cellule, les menaces? Oui, bien sûr, parce que la première nuit, vous n'avez pas l'expérience, donc j'avais ouvert la fenêtre. Cette fenêtre était occultée par des grillages très fins, très solides, mais très serrés, des barreaux, et une plaque en plastique qui faisait qu'on ne pouvait pas me voir, mais que je pouvais voir personne. Et par ailleurs, je ne savais pas quel temps il faisait, puisque je ne pouvais pas voir dehors. Mais quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai clairement entendu le bruit, les cris, les menaces, bien sûr, oui. Ça vous a fait peur d'entendre tout ça? Est-ce que ça vous met dans quel... Peur, je dirais pas, mais j'ai compris que le milieu était assez hostile. Il y a une deuxième rumeur qui est sortie, j'ai vu beaucoup d'articles dessus, sur le fait que vous ne mangiez pas du tout en prison. Vous mangiez que des yaourts. J'ai vu des articles passer sur ça. Est-ce que c'est vrai? Donc, vous savez, la caractéristique de beaucoup de journalistes, c'est d'écrire sans savoir. Ceux qui savaient n'ont rien dit, et ceux qui ne savaient rien ont beaucoup parlé. C'est vrai que je ne prenais pas les repas qui étaient préparés par les détenus, mais j'ai pu faire ce qu'on appelle cantiner, c'est-à-dire commander des choses au grand acheter, quoi. Au cacheter des choses. Enfin, j'ai vite compris que j'étais pas là dans un séjour gastronomique. Donc le problème n'était pas celui-là. À un moment donné, un médecin de l'établissement est venu à demander que je me pèse parce qu'ils étaient inquiets que
je ne maigrisse pas trop, mais bon, vraiment la question de la nourriture n'était pas le sujet essentiel. Est-ce que vous faites du sport en prison? Est-ce que vous avez une possibilité? Parce que vous n'aviez pas je ne sais pas si vous aviez une cour, je crois que vous ne vouliez pas trop y aller dans la cour, parce que vous aviez entendu qu'il y avait peut-être une possibilité d'être pris en photo. Non, j'avais le droit, 1 heure par jour, que je n'ai jamais utilisé, d'aller dans une cour réservée aux seuls détenus à l'isolement. Enfin, la cour faisait, je crois, 12 ou 14 pas en longueur et 7 ou 8 pas en largeur, était recouverte par 3 rangées très denses de barbelés et de grilles. C'était plus une cage qu'une cour. Je ne vois pas ce que j'y aurais fait. En revanche, il y avait une toute petite salle de sport avec 3 équipements et j'ai fait mon jogging quotidien tous les jours. Je crois que j'ai dû courir plus de 170 km sur cette machine. Vous y alliez tous les jours? Tous les jours. 1 heure. C'est moins agréable que de courir dehors? D'après vous, moi je n'aime courir que dehors pour ventiler, pour être dans le bois, pour rencontrer des gens. Là, j'étais entre 4 murs d'une pièce qui devait faire 10 mètres carrés. Je voudrais qu'on parle de vos enfants, donc Pierre, Jean, Louis, Giulia et votre beau-fils, Aurélien, le fils de Carla. Comment eux ont vécu votre emprisonnement? Comment vous l'avez appris après? Bon, ils ont été formidables, de courage, de droiture. C'est eux qui ont appelé au rassemblement amical le jour de mon départ. Et ils m'ont rempli de fierté. Et c'est très important de tenir justement pour eux. Et mon fils Louis a eu son fils, son premier enfant, à qui il a donné comme deuxième nom Nicolas, alors que j'étais à la santé. Et Pierre et Jean se sont occupés de Carla et de leur sœur magnifiquement. Et Aurélien tout autant. Donc ça a beaucoup soudé la famille. Est-ce que vous craquez en prison? Est-ce qu'il y a un moment donné où... Non. Non. À aucun moment où... C'est dur. Mais si vous craquez, ça l'est encore plus. Et puis pourquoi j'offrirais ce plaisir à ceux qui ont voulu cette injustice? Non, je suis en colère. Je suis très en colère. Car c'est une injustice. Le scandale n'est pas du tout qu'on ait enfermé un ancien président de la République. Si l'ancien président de la République, quelqu'un vole de l'argent, c'est tout à fait normal. Le scandale, c'est l'innocent. Je suis innocent. C'est un scandale. Elle vous a ramené des photos, Carla Bruni, en prison. Il y en a plusieurs qui vous ont touché. Vous avez même, je crois, gardé dans la cellule. Il y en a une particulièrement. C'est un tag sur une porte. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Oui, vous savez, l'ancienne maison de Serge Gainsbourg est intégralement taguée. Et Carla voit passer sur les réseaux, au milieu des tags sur la maison de Gainsbourg, un tag immense, Free Sarko, avec un cœur immense. Elle est là, la photo, hein, voilà. Ah ben voilà, c'est celle-là. Et ben je l'ai accrochée juste au-dessus du petit bureau sur lequel j'ai écrit le journal d'un prisonnier. Vous avez dit, j'aimerais bien savoir qui a fait ça pour le remercier, parce que ça m'a donné de la joie en prison. Est-ce que vous avez su qui l'a fait? J'ai jamais su qui l'a fait, mais j'ai reçu tellement de lettres bouleversantes. En prison? Vous écrivez directement là-bas? Je recevais des sacs entiers de prison. Je crois que j'ai reçu plus de 20 000 lettres. Il y a une dame de 90 ans qui voulait venir à la prison de la Santé pour être emprisonnée à ma place. J'ai reçu 22 Bibles. J'ai reçu des chapelets. J'ai reçu des cadeaux. J'ai reçu des cartes postales de paysages magnifiques où les gens me disaient « Mettez-les sur les murs de votre cellule, comme ça, vous pourrez vous évader par la pensée. » C'était bouleversant. Les témoignages, je ne sais pas comment remercier tous ces gens. Et tous les matins, les surveillants amenaient le courrier. Je ne pouvais pas le garder, j'avais pas de place. Des sacs entiers. Encore il y a 2 jours. Ça continue d'arriver? Ça continue. Des dizaines et des dizaines et des centaines de lettres. Des dessins d'enfants, j'ai vu.
tout à l'heure. Mais formidable, il y a un enfant de 11 ans qui a fait un dessin. Mon père m'a dit que vous étiez en prison et que c'était injuste. Alors j'ai fait un dessin pour vous. C'est tellement beau. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est tellement beau. C'est tellement extraordinaire. Vous avez eu des gens que vous avez aidés, des parents aussi de victimes, parfois d'attentats. Mais j'ai reçu qui vous ont écrit. La lettre de la mère de Mia, qui est une jeune fille qui a été prisonnière du Hamas et dont j'ai aidé à la libération, qui m'a écrit. Ingrid Betancourt, qui m'a écrit. Florence Cassès, qui m'a écrit. Un jeune enfant que j'ai sauvé des griffes d'HB m'a écrit. De l'attentat de Neuilly à l'époque. De l'attentat de Neuilly m'a écrit. Alors qu'il était en... Il avait 3 ans à l'époque. Ouais. M'a écrit en me disant on ne peut pas accepter ce qui arrive. Non, c'était très bouleversant. Et ça vous a aidé? Ces lettres Non, ça ne m'a pas aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Tout cet amour désintéressé, gratuit, je ne suis pas candidat à quoi que ce soit, était très bouleversant. Et en dit long d'ailleurs des racines judéo-chrétiennes de la France. Le nombre de gens qui disaient « on prie pour vous ». On prie pour vous. C'était pas tous des grenouilles de bénitier, comme l'on dit. Mais la présence de la transcendance au cœur de l'épreuve que je vivais, c'est une réalité française. Vous avez reçu une lettre qui vous a étonné, c'est celle de Patrick Gateau. Vous l'expliquez dans votre livre. Alors, je rappelle qui est Patrick Gateau, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. C'est un criminel multirécidiviste condamné en 2005, à l'époque, à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Nelly Crémel. C'était une joggeuse qui avait 39 ans, je crois, à l'époque. Vous étiez ministre de l'Intérieur à cette époque-là. Vous avez quel souvenir de cette affaire? Parce que c'est une lettre improbable que vous avez reçue. Vous savez, quand Véronique Ouachet, qui est mon amie, puis qui travaille avec moi, m'a envoyé cette lettre, enfin, elle sélectionnait, parce que je ne pouvais pas avoir toutes les lettres, j'ai tout de suite su qui était Patrick Gateau. Ça a rappelé? Mais bien sûr. Ce n'est pas lui qui a tué Nelly Crémel. Patrick Gateau est un homme qui avait déjà tué une femme. Et qui était complice de l'assassinat de Nelly Crémel. Il était sur la scène de crime, il n'a rien fait. Pendant que l'autre assassinait Nelly Crémel. Nelly Crémel, c'est une femme, ça m'avait bouleversé, de 42 ans, partie faire son jogging en Seine-et-Marne, qui rencontre ces 2 hommes et qui est tué. Je suis ministre de l'Intérieur. Je vais à la messe d'enterrement. Sa fille a une dizaine d'années. Le mari est un ancien militaire, un homme remarquable. L'ambiance est bouleversante. La petite me prend la main et me dit « Pourquoi tu as laissé tuer ma mère ?» Donc je m'en souviens très bien. Patrick Gateau est condamné à 22 ans de prison, parce qu'il est récidiviste. En plus, ouais. Et quand il m'écrit, il a déjà fait 19 ans de prison. Et il m'écrit pour me dire qu'est-ce que vous faites en prison, c'est pas votre place, etc. Il vous dit ça? Oui. J'ai pas encore répondu parce que je suis partagé entre l'humanité qui fait qu'un monsieur qui est en prison depuis 19 ans, vous pouvez pas refuser. Vous pouvez pas refuser un geste d'humanité. Et en même temps, je n'ai pas oublié le mari et la fille de Nelly Crémel. J'ai souvent pensé à eux. Et ça fait partie des moments étranges que j'ai vécus dans cette période insensée. Vous dites, c'était de ce drame que datait la détestation d'un certain nombre de magistrats à mon endroit. Pour quelle raison? Parce que j'avais dit ce jour-là que le magistrat qui avait décidé de remettre en liberté Patrick Gateau devrait en assumer la responsabilité. Je ne ciblais pas les magistrats particulièrement, mais je pense que chacun d'entre nous, on assume ses responsabilités. J'assume mes responsabilités d'ancien président. Vous assumez vos responsabilités si sur votre plateau, on insulte quelqu'un, on bafoue le droit de quelqu'un.
Le médecin qui fait une erreur assume ses responsabilités. L'architecte qui se trompe assume ses responsabilités. Ça avait provoqué une vague d'indignation au sein de la profession de magistrat. Et l'un des magistrats avait dit « Si Sarkozy cherche la guerre, il l'aura. » Voilà un homme prémonitoire. Quelques années plus tard, il y a votre photo qui va être affichée sur ce qu'ils appelaient le mur des cons. Donc je vous mets à l'image, il y avait une photo et une image qui était sortie d'un journaliste à l'époque et qui avait filmé ça. C'était un panneau qui était à l'époque affiché dans le bureau du syndicat de la magistrature avec des photos voilà, de plusieurs personnalités publiques, dont 2 pères de victimes de récidivistes, je crois, qui avaient condamné le laxisme de la justice et qui avaient été affichés dessus. Ils vous reprochaient ça, le fait d'avoir dit ça? C'est pour ça que vous étiez affiché sur ce mur? Ce mur, si vous me permettez, n'est pas le mur des cons. C'est le mur de la honte. La honte. Il y a à côté de moi, sur ce mur, comme personnalité détestée par le syndicat de la magistrature, M. Escarfaille. Qui est-il? Le père de la première jeune fille est tué par Guy Georges. Comment peut-on insulter un homme dont la fille a été vue et tuée? Comment peut-on? Comment ose-t-on? Et moi, je dois accepter d'être jugé par des femmes et des hommes membres de cette organisation qui me met en tête d'affiche du mur des cons? Qui accepterait ça? Qui accepterait d'être jugé par des juges qui ont fait de ma détestation une profession de foi? On attend de la justice l'équilibre, l'indépendance, l'impartialité. Car l'indépendance sans l'impartialité, c'est rien. Vous parlez dans votre livre, je mets le lien si vous voulez le commander, il est dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer directement sur description sous la vidéo YouTube. C'est aux éditions Fayard, si vous voulez le prendre, le journal d'un prisonnier, voilà, par Nicolas Sarkozy. Et si vous nous écoutez en podcast audio, donc sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast, il y aura le lien aussi dans la description pour le commander. Merci en tout cas de faire de Légende le premier podcast de France chaque semaine et de nous suivre. Donc vous pouvez directement cliquer, vous pourrez le commander rapidement. Vous parlez du soutien dans le livre des politiques, des célébrités. On va vous en parler, on va vous tenir au courant. Vous avez la télé, vous, dans la cellule. Est-ce que vous voyez, vous regardez aussi qui parle, qui vous soutient? Est-ce que vous suivez ça de l'intérieur? Bon, je ne regarde pas trop la télé, pour dire la vérité. Sauf le match de foot, du coup. Non, le sport, c'est autre chose. Le sport, ça fait partie de ma vie. Et le sport, c'est ma respiration. Mais je ne regarde pas trop la télé, surtout quand c'est des émissions où je suis. Mais j'avais acheté une radio à la prison. Donc j'écoutais. Et il y a des témoignages qui m'ont beaucoup touché. Quand j'ai été menacé de mort par un individu. Dans la prison, en l'occurrence. Qui, lui, avait un portable. Lui, il avait un portable. Ce qu'il filme, là. Puisqu'il s'est filmé. Et j'ai découvert par la suite que cet homme charmant avait été condamné à 13 ans de prison pour avoir démoli physiquement une personne en raison de ses orientations sexuelles. 13 ans de prison. C'était pas une plaisanterie. Mais j'ai lu avec beaucoup d'émotion l'édito de Pascal Praud. Je pense à lui. J'ai entendu l'émission de Laurence Ferrari qui relatait la nuit que j'avais passée avec les menaces. Et oui, c'est des témoignages qui m'ont beaucoup touché. Il y en a qui vous ont étonné, que vous n'attendiez pas. Mais parfois des gens qui ne sont pas des sympathisants, des gens qui vous aiment bien, mais vous avez été étonné dans le bon sens, et vous l'avez dit, honnêtement. Mais il y a notamment un parlementaire du Rassemblement national, Sébastien Chenu, qui m'a écrit toutes les semaines une très longue lettre, très humaine, et qui m'a beaucoup touché. Qu'est-ce qu'il peut attendre de moi? Rien. Et c'était vraiment assez bouleversant.
Vous parlez de Jean-Michel Apathy aussi. Vous dites... Qui n'est pas un ami, comme vous le savez, et nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Mais je l'ai vu à plusieurs reprises dans l'émission Le Quotidien, où il a pris ma défense, non pas parce qu'il m'aimait, mais parce qu'il était profondément choqué des torsions que l'on faisait avec les règles fondamentales de l'état de droit. Ça vous a surpris Ça m'a surpris parce que, voyez-vous, je suis toujours surpris par le courage, qui est si rare. Il y en a qui vous ont déçu, sans forcément les citer. Vous attendiez un peu plus de... Non, la question, vous savez, le talent est assez répandu. Le courage, très peu. Les gens doués, il y en a beaucoup. Les gens audacieux, il y en a très peu. Et nous sommes dans la République des textos, des vidéos volées, des réseaux sociaux où le moindre mot fait polémique. Et j'ai observé que ça paralyse beaucoup les réactions. Et j'ai trouvé que certaines réactions, par exemple du Bloc central, étaient très gentilles avec moi humainement. Mais la question n'était pas de prendre mon pouls. La question n'était pas d'envoyer des condoléances à ma femme. La question était, est-ce que c'est choquant ou est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que les règles ont été appliquées ou est-ce qu'elles ne l'ont pas été? Et j'ai vu, à ce moment-là, la pression du climat ambiant. La peur dont vous parliez, c'est une réalité. De certains politiques, etc. Oui. Je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Vous avez été surpris en bien aussi, j'ai oublié de les citer d'ailleurs, Marine Le Pen, vous en parlez dans le livre, et de la famille Chirac. Bon, la famille Chirac, ça m'a fait très plaisir parce que j'ai reçu une lettre magnifique de Claude, de son fils Martin, de son mari et de Bernadette. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Ils étaient bouleversés, ils ont tenu à me le dire, on a eu des désaccords, hein. Mais j'ai compris, à ce moment-là, qu'on était du même sang, de la même famille, la famille des gens passionnés, la famille des gens intenses. Et au moment essentiel, cette famille-là, elle se reconstitue. Et Marine Le Pen, quand j'ai été menacé en prison, a envoyé un message à l'une de mes collaboratrices, Véronique, pour ne pas la citer, en disant « Je m'étouffe de rage de voir comment est traité Nicolas Sarkozy. » Vous allez recevoir... Les mots sont forts. Ça vous a étonné? Je suis toujours étonné des témoignages de soutien et d'amitié quand ils sont sincères. Vous allez parler à l'inverse des gens qui vous ont vraiment surpris dans le bon sens. Vous avez juste cité une personne, c'est Ségolène Royal. Dans le livre, page 74 du journal d'un prisonnier, vous dites « Cela n'empêcha pas Ségolène Royal d'affirmer sans rire qu'elle avait perdu l'élection de 2007 à cause de l'argent de Kadhafi. Plus c'est gros, plus cela passe. Et avec elle, ce n'est jamais assez gros. À son crédit, je dois dire que je ne suis pas certain qu'elle comprenne toujours le sens de ce qu'elle dit. Cela la sauve de la honte. » Qu'est-ce qu'il a rajouté? Rien. Mais c'est vraiment ce que je pense. Et je ne suis pas le seul à le penser. Vous n'avez pas peur qu'on vous en veuille quand vous sortez un livre et vous dites ce que vous pensez comme ça? Ah, c'est une question intéressante. Vous savez, si vous faites un livre, c'est parce que vous avez des choses importantes à dire, que vous pensez importantes. Si vous n'avez rien à dire, ne faites pas de livre. Mais faire un livre pour rien dire, ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, le livre, c'est un élément du lien avec ceux qui me liront. C'est très important pour moi. Le livre, c'est sérieux. Et d'ailleurs, moins on lit en France, plus on considère que le livre est important. Parce que le livre fait peur.
Et ce qui est écrit dans un livre, ça reste. Il faut respecter ça. Souvent, on me dit, mais comment vous faites, vous avez de la chance, vos livres ont eu beaucoup de lecteurs. Mais je donne tout. Je donne tout dans le livre. Vous cachez rien? Je donne tout. Et quand on donne, on reçoit. Vous mentez pas au lecteur. Vous mentez pas aux Français. Si c'est un livre de commande écrit par un autre, où vous dites le quart de ce que vous pensez, ça ne peut pas marcher. Il faut tout donner dans la vie. Et quand on donne tout, on a une chance de recevoir beaucoup. C'est en cela que je me sens privilégié. Et c'est pour cela que je me plains jamais. Car ce livre, c'est le contraire de la plainte. C'est au contraire. La leçon que j'ai reçue de la vie, toutes les épreuves vous permettent de vous enrichir intellectuellement, spirituellement, profondément. C'est ça la vie. Vous vous êtes enrichi en prison? Vous avez, ça vous a changé? Je suis devenu plus grave. J'ai mieux connu les autres et moi-même. J'ai vu la grâce qui était celle d'avoir une famille comme la mienne. Une femme comme Carla. Des enfants comme les miens. Des amis comme les miens. Des soutiens comme les miens. Quand même. Aller à la santé et susciter tant d'amour. Mais c'est un privilège extraordinaire. Je voudrais qu'on parle des visites que vous avez eues en prison. On a eu beaucoup d'articles. Gérald Darmanin est venu vous voir, donc on l'a reçu ici, garde des Sceaux, donc ministre de la Justice. Ça fait partie de son droit. Il peut, en tant que ministre, aller rendre visite, rentrer dans les prisons, etc. Qu'est-ce qu'il est venu faire en prison? Il est venu vous soutenir, vous voir en tant qu'ami, voir si vos conditions étaient respectées en prison, voir si vous étiez assez protégé. C'était quoi le but? Pour dire la vérité, j'ai préféré la visite de Gérald Darmanin à celle des 2 députés LFI. 2 députés LFI qui viennent avec un photographe du journal Le Monde. Dans la prison, d'ailleurs. Dans la prison. Ils sont restés 9 heures. Pour me prendre en photo dans ma cellule au quartier de l'isolement. Ça, ce sont des gens qui respectent les droits de l'homme. Ça, c'est des gens qui respectent l'intimité de quelqu'un. Ça, c'est des gens qui ignorent ce que veut dire le mot courage. Parce que quand on est enfermé, on ne peut pas se défendre. Eux, ils sont venus me voir. Comme on vient de voir le panda blanc aux eaux de Bolval. Quelle honte. Vous les avez vus, physiquement? Non. Ils ont essayé de rentrer dans votre cellule? Ils ont demandé à me voir. Et l'administration pénitentiaire m'a défendu. Et je leur en suis très reconnaissant. Et je dois dire d'ailleurs que tout le personnel de la santé a été merveilleux d'humanité, de délicatesse, de sang-froid. C'était pas facile de gérer un colis comme moi qui vous arrive comme ça. Surtout qu'on n'était même pas à la période de Noël. Gérald est venu, je ne lui ai rien demandé. Il est venu parce qu'il estimait que son devoir, c'était de s'assurer que les conditions de sécurité étaient remplies. Est-ce que ça m'a fait plaisir? Oui. Est-ce que c'était courageux? Oui. Est-ce que d'autres ne l'auraient pas fait? Certainement. Je n'en dirai pas plus, pour ne pas le gêner. Mais j'ai de la mémoire. Et cette mémoire-là, elle est dans mon cœur, elle n'est pas dans ma tête. Donc c'est celle qui dure. Vous avez de la mémoire dans les deux sens? Vous vous rappelez plus des belles choses? Ou est-ce que vous n'oubliez pas quand... Je n'ai pas de haine, je n'en veux à personne. Parce que comme tous les bagarreurs, et je suis un bagarreur, une fois que j'ai exprimé, j'oublie. Et par ailleurs, je sais que je suis un privilégié. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Je sais qu'au plus profond de la solitude, je n'ai jamais été seul. Parce que j'ai cet amour de ma famille, de ma femme, de mes amis, de mes soutiens. Et ça, c'est un privilège considérable.
Et il n'y a aucun barreau de prison qui peut empêcher ça. Il n'y a aucune décision judiciaire qui peut empêcher ça. J'ai dit, je rentrerai la tête haute à la santé. Je suis rentré la tête haute. Je suis resté la tête haute. Et je suis sorti la tête haute. Et c'est très bien ainsi. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose de très personnel que vous avez vécu en prison? Il y a des moments difficiles, vous avez vécu des beaux moments, vous êtes allé chercher vous-même. Vous vous êtes agenouillé dans votre cellule, vous dites, et vous avez prié. Est-ce que ça vous a... Qu'est-ce que ça vous a fait? Vous en parlez dans le livre, vous ne l'aviez pas fait depuis très longtemps. Vous savez, dans la cellule, il n'y avait pas de rideau, pas de volet, pas de façon d'occulter la lumière. Et quand la nuit venait, que le personnel était pour la plupart rentré chez eux, il y avait beaucoup de solitude. Et souvent, on m'avait parlé de la grâce qu'il y avait dans l'extrême solitude pour s'ouvrir à la transcendance. Et j'ai essayé de rester disponible pour cette grâce. Et c'est pour ça que la prière était une façon d'alléger la solitude et d'écouter et de recevoir. Qu'est-ce qu'on demande dans ces prières quand on est en prison? Non, c'est pas une question de demander, c'est une question d'essayer de rester serein, fort, calme. Et une nuit, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, c'était pas possible de dormir. Et j'ai lu Lettre à un otage de Saint-Exupéry, et j'en croyais pas mes yeux parce que je me suis retrouvé à une page où Saint-Exupéry, en 1940, écrit « Dans le désert, il n'y a rien à voir, rien à entendre, rien à faire, et pourtant l'esprit humain, loin de s'affaisser, se développe. L'esprit humain doit se laisser guider par les forces de l'esprit. » Je dis, c'est un message. Je suis dans le désert. Il faut que je me laisse guider par les forces de l'esprit. Vous allez faire une belle rencontre en prison. Une personne qui va vraiment compter au fur et à mesure des semaines qui vont passer. C'est votre fils Jean, je crois. Si vous dites, page 80, mon fils Jean a eu l'idée de demander à l'aumônier de la prison de la Santé s'il pouvait me rendre visite. Quand il vous dit ça, qu'est-ce qui vous passe par la tête au début? Vous dites, bon... Vous savez, le dimanche, c'est pas un jour facile parce que vous n'avez droit à aucune visite. Vous voyez personne. Même pas les avocats. Et mes avocats sont venus tous les jours. Qu'il s'agisse de Christophe Ingrin ou de Jean-Michel Darrois. Ils m'ont bien défendu et ils ont été présents de manière admirable. Admirable. Et donc le dimanche, vous êtes complètement seul. Au fond, Carla avait quitté le parloir à 17h30 et jusqu'au lundi, vous êtes seul. Donc la perspective de voir ce prêtre, c'est pas que mon emploi du temps était chargé. Donc j'ai été heureux de le voir et j'ai vu quelqu'un que j'ai beaucoup aimé tout de suite, un homme très doux, très pudique, très profondément gentil. Et nous avons parlé donc 3 dimanches et c'était toujours extrêmement profond, extrêmement enrichissant. J'ai aimé cette rencontre. Vous dites, page 83, je m'apprêtais à communier pour la première fois depuis de nombreuses années. J'en étais heureux et même ému. Ça vous a même changé le rapport aux autres êtres humains. Vous dites, j'aurais pu me dire, tiens, et puis finalement, ce monsieur-là, je vais avoir des discussions profondes avec lui. Imaginez la scène, on est au 4e étage, à l'étage de l'isolement, des plus dangereux. On est enfermé avec ce prêtre que je ne connaissais pas. 5 minutes avant, eh bien... Je lui demande s'il célèbre la messe. Il me dit oui.
Je lui demande s'il y a une chapelle, il n'y a pas de chapelle. Il dit, ma cathédrale, c'est le gymnase. Ben, je lui dis, peut-être que je pourrais venir à votre messe. Ah, il me dit non, non. Parce que mes paroissiens ne viennent pas toujours pour des bonnes raisons. Et pour des raisons de sécurité, je n'aurais pas pu être au milieu de 50 ou de 60 détenus. Et il sort un petit flacon en verre. Il dit, voulez-vous communier? Il y avait 2 hosties. Une pour lui, une pour moi. Je dis oui. Ça a été la messe la plus courte à laquelle il m'était donné d'assister. C'était irréel, on était enfermés tous les deux, au milieu de nowhere, improbable. Mais c'était un moment de paix, de sérénité, de profondeur. Votre rapport à la foi a changé entre votre arrivée en prison et votre sortie? Oui, enfin, un rapport... j'irais un rapport au sens, au fond, d'essayer d'accepter que toute épreuve a un sens, que toute épreuve sert à quelque chose, et que le destin de l'être humain, tous, il n'y a pas que moi, tous, nous sommes confrontés à des épreuves, et nous serons confrontés à des épreuves. Et la question essentielle, c'est de lui donner un sens. Et quand vous donnez un sens, vous pouvez surmonter. La question n'est pas de surmonter une épreuve, parce que ça, il ne s'agit pas d'avoir des gros biceps, c'est pas que ça. Mais si vous comprenez que l'épreuve qui vous est imposée, aussi injuste soit-elle, a une signification, et que cette signification vous est adressée pour que vous deveniez quelqu'un de meilleur, à ce moment-là, vous commencez à l'accepter, et donc vous commencez à la surmonter. Et vous n'avez pas envie de parler de futilité. La solitude vous amène à l'essentiel. C'est un peu les pensées, vous savez, les pensées de Pascal. On dit toujours le pari pascalien, c'est faux. Ce que Pascal a dit, c'est que plus un homme ou une femme est haut dans l'échelle sociale, plus on essaie de le divertir. Et plus il se divertit, moins il a de temps à consacrer à ce qui est essentiel pour lui, la mort. Et donc, l'extrême solitude oblige à concentrer ses pensées sur ce qu'il y a de plus profond et non pas sur ce qu'il y a de plus anecdotique. Alors, dans la société, quand on rencontre des gens, on est sans arrêt happé par l'anecdotique. Dans la solitude, on doit être happé vers les profondeurs. Vous parlez de l'aumônier, vous avez des discussions profondes. Est-ce que vous avez des discussions profondes avec le personnel? Vous dites qu'ils ont été adorables avec vous, enfin, professionnels. Est-ce que vous avez des discussions un peu... Enfin, profondes, parce que d'abord, ça ne durait pas si longtemps, parce que c'est pas qu'ils venaient s'asseoir dans ma cellule pour discuter. Hein. C'est pas leur rôle, et ils n'avaient pas le temps. Mais oui, on parlait de nos enfants, de nos familles. Il y a un surveillant qui m'a dit qu'il avait voté pour moi. Il y en a un autre qui m'a dit « Ma femme vous adore ». Et un troisième qui m'a demandé des conseils sur où scolariser ses enfants. Il y en a un quatrième qui est un supporter de Marseille. Et il y en a un cinquième qui m'a dit, au moment de partir, il m'a dit « Vous avez été important pour nous. Hein. » Ah bon, j'ai dit « Merci, merci. » Ah oui. Comment vous travaillez et comment vous êtes régulier pour votre sport? C'est une leçon pour nous. Hein. J'ai dit « Mais vous savez, moi, vous m'avez donné une leçon par votre calme et votre profonde humanité. » Une nuit, il y avait eu beaucoup de bruit. Un détenu à l'étage était très agité, frappait dans sa cellule, criait. Et un jeune gardien, un jeune surveillant m'a dit « Oh, c'est un détenu impatient. » Pas plus. Et je trouvais que c'était fantastique. Vous avez été réveillé une nuit par un bruit sourd, vous dites, en plein milieu de la nuit. Parfois, il y a de la lumière qui s'allumait dans la cellule, et parfois, une fois, un énorme bruit. Oui, j'ai su le lendemain qu'un détenu au quartier disciplinaire avait mis le feu, essayé de mettre le feu à sa cellule, ce qui avait déclenché dans la mienne des extracteurs extrêmement puissants. Et je me demandais ce qui se passait, quoi. Je comprenais pas ce qui se passait. C'est un environnement très bruyant, la prison.
c'est un environnement hostile, où tout peut prendre une proportion démesurée, et où j'ai vite compris qu'il fallait être vigilant de tout, et d'abord de soi-même. Vous dites certains pourront ironiser sur cette forme de conversion subite en parlant de la communion et du fait que vous vous rapprochez de l'aumônier. Ils l'interpréteront sans doute comme un signe de faiblesse, au mieux passagère. Vous vous êtes senti faible à un moment donné ou pas du tout justement? Et c'était plus... Et je me suis senti faible, et je me sens faible à chaque instant. Et c'est pour ça que je suis fort. Parce que si vous ne vous sentez pas faible, vous n'êtes pas fort. Le fort est celui qui domine sa faiblesse. Le courageux est celui qui domine sa lâcheté. Donc c'est lié. Il n'y a pas le monde des faibles et le monde des forts. Il y a le monde de ceux qui essayent de toute leur force de faire face. J'ai souvent ressenti ça face à des gens malades, en me disant, mais si j'étais dans sa situation, est-ce que j'aurais son courage? Et donc, la question de la... Quand j'ai monté les escaliers pour la première fois, les 85 marches pour aller à ma cellule, la question de comment je réagirais dans la cellule, je ne savais pas. Qui peut le savoir? Et enfin, les commentaires. J'aime le rire, j'aime les pleurs, je déteste le ricanement. Car le ricanement, c'est au fond le rire sans le courage, ou les pleurs sans le sentiment. C'est les gens qui sont au bord de la rivière, qui la regardent passer et qui commentent. Moi, j'aime mieux les acteurs. Il y a une phrase qui m'a marqué dans le livre. Vous dites sans doute, m'était-il arrivé tant de fois dans le passé de ne pas accorder assez d'attention à des interlocuteurs dont j'avais sans doute sous-estimé l'intérêt, l'originalité, la profondeur. Vous regardez les gens différemment aujourd'hui? Oui. Oui. J'étais trop pressé. Peut-être pas assez humain. Et toute ma vie, j'ai cherché les lieux extraordinaires, les gens extraordinaires, les moments extraordinaires. Et en prison, il y a le dénuement. Donc, un détail peut devenir extraordinaire. Une pensée devait être extraordinaire. Et on apprend à être plus attentif et plus humain. Vous voyez, j'avais beaucoup de voisins qui criaient, qui hurlaient, qui étaient au fond de la détresse la plus totale. En liberté, quand un voisin fait du bruit, on est exaspéré. En prison, quand un voisin fait du bruit, on dit pauvre homme, comme il doit souffrir. On comprend mieux les autres. On est moins dur. Vous parlez de l'injustice, l'aumônier vous dit à un moment donné, comme c'est étrange cette haine que vous suscitez, il va vous citer Saint Matthieu d'ailleurs, l'évangile de Saint Matthieu, heureux ceux qui sont persécutés dans la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Non, mais c'est extraordinaire parce que c'était le texte du jour. De la messe du jour. De la Toussaint. Tout prend une résonance. On cherche des signes, on entend les signes, on les voit arriver. Chercher, non. C'est se placer au-dessus de sa condition. Mais être disponible pour les recevoir, c'est la question. La question n'est pas de chercher. La question, c'est la disponibilité. Est-ce qu'on est disponible pour recevoir? Et en prison, dans le dénuement complet, on est disponible pour recevoir. Et peut-être que cet évangile de Saint Matthieu, au milieu de
12 occupations, avec 40 personnes qui me regardent ou qui me sollicitent, j'irai pas prêter attention. Là, c'est différent. Vous dites, je regrettais presque mes conversations avec ce prêtre. Vous aimeriez le revoir un jour? Je vais le revoir. Je vais le revoir. Vous savez que j'ai récupéré et retrouvé son numéro. Je voulais vous faire une surprise pour qu'il vienne et qu'il vous salue, au moins à l'extérieur. Et enfin, je voulais qu'il vienne là, sur le plateau, rapidement. Et il a été adorable au téléphone. J'ai eu du mal à retrouver ses coordonnées d'ailleurs. Et il m'a dit, je n'ai pas la force, le courage d'aller sur un plateau. Je suis quelqu'un de l'ombre et pas de la lumière. Mais vous lui transmettrez, voilà. Et il avait envie de venir, mais il se C'était sentait une pas vraie rencontre avec un homme très doux, qui m'a dit, la première fois, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites à la santé? Pourquoi? Il m'a dit, vous savez, j'aime les marges. Et ici, je suis servi. Alors peut-être que pour lui, je suis une marge. Qu'est-ce que vous avez appris en prison? Là, les autres? Paradoxalement, j'ai appris la chance qui était la mienne. Et j'ai appris à apprécier tout ce que j'avais. Je n'avais pas eu le sentiment d'être tellement privilégié avant. Je l'ai maintenant. Quand vous rentrez dans votre vrai lit, vous voyez la différence? Non, pas simplement. Même matériel? Non, mais aussi, Non, on mais s'en rend pas compte quand on l'a au bien quotidien. sûr, c'est vrai, je l'écris d'ailleurs, mais j'apprécie chaque instant, Plus qu'avant. plus qu'avant. Même notre échange, je l'apprécie plus dans cette deuxième expérience que dans la première. Pour terminer, on va parler de votre sortie. Juste, est-ce que votre regard sur la prison était faussé avant d'y aller? Est-ce que vous avez changé de regard sur la prison? Oui, c'est pas qu'il était faussé, c'est qu'il était ignorant. Je pense que on ne devrait jamais être chasseur si on n'a pas été auparavant gibier. Tant de gens parlent de la prison sans jamais y avoir mis les pieds. C'est une expérience qui forcément change le regard sur le lieu, sur ceux qui le gardent et sur ceux qui y sont. Vous dites, en parlant de l'atmosphère à l'intérieur, pour terminer sur le sujet, certains de mes voisins ne semblaient pas bénéficier d'un équilibre mental optimal. Un détenu s'acharnait à frapper les barreaux de la cellule avec un objet métallique. Ce vacarme a duré plusieurs minutes. Elles m'ont paru interminables. L'ambiance était menaçante. Bienvenue en enfer. Est-ce que la prison, quand on y reste longtemps, peut rendre fou? Est-ce que vous comprenez que des gens ressortent en fait pires qu'ils n'y sont entrés? Oui, et c'est un problème immense. Car la sanction doit être rude, mais la sanction doit apprendre. Elle ne doit pas exterminer. Et là, c'est pas le cas aujourd'hui. Non. Quand vous êtes 4 dans une cellule de 12 mètres carrés et que vous devez même rajouter le matelas pour le 4e, vous n'apprenez pas. Vous êtes détruit. Vous allez sortir de prison au bout de 20 jours. 21. 21. Comment est-ce que vous allez l'apprendre? Je ne l'apprends pas. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer à l'audience. J'ai quelques signaux positifs parce que le directeur de la prison, auquel je veux rendre hommage d'ailleurs, me dit, le matin de l'audience, « Oh, le quartier a été bouclé, il y a même 2 motards qui attendent que vous sortiez. » Mais moi, je ne sais pas si je vais sortir. Carla est très angoissée, la veille au soir. Je ne sais absolument pas ce qu'ils vont décider. Je n'ai aucune information. C'est juste des signaux. J'interprète, mais personne ne me donne la moindre information, non. Vous allez être remis en liberté, donc c'est le 10 novembre, la date, sur la décision de la Cour d'appel de Paris qui va décider ça. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous le dit? Après avoir vécu 21 jours d'enfermement, vous l'avez... J'ai qu'une seule idée, c'est de remonter dans ma cellule pour faire mon petit pactage et m'en aller le plus vite possible. Voilà. Pas envie de rester... ouais. Non. Non.
je sais que Carla est dans la voiture et qu'elle m'attend, j'ai envie de la retrouver et de m'en aller, vite. Et d'ailleurs, je ressens une grande fatigue. Car la prison, je m'en suis rendu compte, ça fatigue. C'est fatigant. Même si on n'a pas une activité immense, c'est fatigant. Quelle est la première chose que vous faites en sortant? Je monte dans la voiture, Carla m'attend, et elle me tend mon portable. Je réallume mon portable, et j'ai 332 messages en attente. Et du coup, vous refermez votre portable et vous... Non, je ne referme pas, mais je ne réponds pas. On retraverse Paris derrière les motards, ce qui est inouï. Il y a beaucoup de gens devant la maison. Les journalistes font l'assaut de ma maison. Et j'arrive chez moi et je suis un peu étourdi. Je n'ai pas tellement envie de parler. Simplement Un sas de décompression, quoi. s'apaiser. Comment vous vivez cette première nuit en dehors? Je dors, mais j'ai pas encore réalisé. J'ai pas encore repris mon souffle, en vérité. Vous partez en vacances quelques jours juste après pour décompresser? Absolument pas. Au contraire, je veux reprendre mon travail, je veux revivre, je veux re-respirer, et je suis 2 jours après au bureau. Vous retournez bosser, je dirais? Oui. Mais l'être humain est fait pour 2 choses. Aimer et travailler. Travailler et aimer. Je ne me voyais pas du tout partir en vacances à ce moment-là. Je dois m'occuper de mes affaires, faire les rendez-vous que j'ai pu faire, remercier les gens qui ont tellement donné. Non, il faut vivre. Vous allez être placé sous contrôle judiciaire, pour donner les termes exacts, avec interdiction de quitter le territoire et interdiction d'entrer en contact avec les autres prévenus, ainsi que Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi vous n'avez pas le droit de rentrer en contact avec le ministre de la Justice? J'ai vu des gens qui se posaient la question. Je ne suis pas le seul à ne pas l'avoir compris, et pour des raisons que vous comprendrez, je ne ferai aucun commentaire sur ça. Là, vous attendez, donc vous faites appel de la décision, donc la décision de justice rendue donc, le 25 septembre, vous faites appel de cette décision. Qu'est-ce que vous attendez de cet appel? Mais je suis innocent. J'attends la vérité. Est-ce que quand une affaire commence sur un complot, et qu'après 10 ans d'enquête, on ne trouve pas un centime, un financement illégal sans financement, je veux la vérité. Je veux que mon innocence soit démontrée. Point. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tant que j'aurai un souffle, je me battrai pour ça. Page 15, pour terminer, vous dites « Je devais surtout contenir les poussées de colère et d'indignation qui m'étreignaient le cœur dès que je pensais au complot invraisemblable ourdi pour fabriquer cette sinistre affaire de prétendu financement libyen. » Est-ce que vous avez une idée de qui peut être derrière ce complot? Vous pensez qu'il y a un complot? Ma colère, elle est sur le mal qu'on a fait à ma famille. Ça, j'ai du mal. Plus que sur vous? Oui, parce que si vous voulez, je viens de si loin, je suis monté si haut, que c'est normal que ça crée les conditions de la revanche. Mais ma famille, non. Vous pensez que ça a coûté beaucoup d'argent? Vous en parlez dans le livre, vous dites cette affaire, le nombre de personnes qui travaillent dessus pour n'avoir trouvé aucun centime de détournement, etc. Vous parlez de ce sujet-là, qui est important, que ça coûte de l'argent à la France. Mais c'est un désastre. C'est tout simplement un désastre. C'est-à-dire quoi être libre pour vous? On parle de liberté, vous sortez. C'est quoi la liberté pour vous? La liberté, c'est vivre. Libre, c'est vivre. Vivre, c'est avoir des projets. C'est construire, c'est bâtir, c'est développer des liens, c'est aimer et c'est travailler. Est-ce qu'aujourd'hui on est libre en France? Question qui se pose souvent. C'est une question, la liberté, elle est vraiment en chacun de soi. La question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui on est fier d'être français? Poser la question, c'est déjà y répondre. Est-ce que vous avez changé des choses dans votre quotidien depuis votre sortie de prison? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez changé quelque chose? Au contraire.
J'ai repris mon quotidien et je refuse de le changer. Je fais mon sport tous les jours, je lis tous les jours, je travaille tous les jours. Et la seule chose que peut-être j'ai changé, c'est que je consacre plus de temps aux gens que j'aime. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Je ne suis pas capable de pardonner. J'ai une capacité d'oubli invraisemblable. Parce que j'aime la vie. Et celui qui aime la vie regarde devant et regarde jamais derrière. Vous dites, je suis décidément un incurable sentimental que l'on peut aisément faire fléchir par la gentillesse, l'attention ou même l'amitié. C'est pas un défaut en politique d'être C'est sentimental? sûrement un défaut. Mais je suis tellement persuadé que c'est normal que l'on m'aime que ça confine à la naïveté. C'est quoi le plus beau geste d'amitié qu'on ait fait pour vous? Je pense que le plus beau geste d'amour, c'est celui de Carla qui m'a accompagné à l'Élysée et m'a accompagné à la santé. C'est ça, faire le tour du monde. C'est deux lieux très différents. C'est ça, faire le tour du monde. Est-ce qu'on aime différemment quelqu'un lorsqu'on a 40 ans et lorsqu'on a 70 ans? Non. Non. Je ne l'aime pas plus d'ailleurs qu'avant, mais je l'admire davantage. Michel Drucker, qu'on a reçu sur le fauteuil ici, nous racontait qu'il avait rencontré plusieurs présidents durant sa vie et qu'il y en avait qui étaient de grands séducteurs. Est-ce que vous êtes un... Pour être dans la politique, je parle de la séduction en général, est-ce que vous êtes un séducteur? Non. Parce que j'ai toujours préféré la conviction à la séduction. Il y a de la séduction dans la conviction. Mais la séduction est toujours postérieure à la conviction. J'ai toujours cherché à convaincre avant de chercher à séduire. En cela, je suis différent de nombre de mes successeurs. Depuis novembre 2007, vous êtes en couple avec Carla Bruni, vous n'êtes jamais quittés. 4 mois plus tard, je crois, vous étiez déjà mariés, vous racontiez... 3 mois. 3 mois, vous racontiez cette rencontre lors de la première émission qu'on a faite. Je vous mettrai le lien, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, la première émission qu'on a faite ensemble. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez elle? Parce qu'on sent que vous en parlez, il y a un amour énorme durant tout le livre. Mais son intelligence et sa droiture. Est-ce qu'on peut être jaloux quand on est aussi haut que vous, après avoir été président? Est-ce qu'on reste un homme comme tous les autres? La jalousie. En amour. Mais d'abord, si vous n'êtes pas du tout jaloux, c'est que vous n'aimez pas. Mais la jalousie, elle est saine quand elle n'est pas folle. Moi, je ne suis pas quelqu'un de jaloux au sens que ça ne me dévore pas. La jalousie qui vous dévore est quelque chose de terrible. Et la jalousie n'est pas un problème avec l'autre, c'est un problème avec vous. C'est parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous êtes jaloux. Et je crains, hélas, avoir trop confiance en moi. Oui, dernier sujet, mais vous abordez beaucoup le sujet du courage dans le livre. À quoi on reconnaît un homme courageux, vraiment? À la circonstance et au moment où il l'est. Le courage n'est pas une valeur absolue. C'est toujours une valeur relative face à un événement. Celui qui est courageux peut être lâche une seconde après. Le courage est une affaire de circonstance. J'ai été confronté à des situations où j'ai dû faire preuve de courage. Mais c'est pas parce que j'ai fait preuve de courage que je suis courageux. Qu'est-ce qui vous a demandé le plus de courage dans votre vie? Le moment où il fallait être le plus courageux dans un parcours comme le vôtre? L'affaire HB reste un moment important. Je voudrais juste qu'on parle de Louis, enfin de vos enfants, rapidement, si vous voulez bien. On voit beaucoup Louis Sarkozy, partout, votre fils, qui est à Menton aujourd'hui. Est-ce que vous suivez, on le voit de plus en plus dans les médias, se lancer en politique? Déjà, est-ce que vous êtes content qu'il y ait un de vos enfants qui partent en politique? Moi, je suis content que mes enfants fassent ce qu'ils aiment. Après, je suis aussi fier de Pierre, de Jean, de Louis, de Julia ou d'Aurélien. J'ai pas de... Ce qui compte pour moi, c'est ça. Qu'ils aillent au bout de leurs rêves.
Louis a ce rêve, il a le talent pour ce rêve, et c'est fantastique. Vous regardez ces émissions quand il va... Mais je regarde même quand Pierre fait un concert, puisqu'il est DJ. Je regarde ce qu'ils font. En essayant à toute force de ne pas les limiter. Parce que quand vous avez en face de vous et Carla et moi, on pourrait prendre beaucoup de place. Donc ce qui compte pour nous, Carla comme moi, c'est de nous effacer devant eux. Et ne pas les asphyxier. Ils sont ce qu'ils sont. Et je suis fier de ce qu'ils sont devenus tous. Et mon souci, c'est de ne jamais les étouffer. Et surtout pour celui qui semble vouloir choisir le chemin que j'ai fait. Et vous lui donnez des conseils, parce que là, non. Du coup, c'est votre métier, donc c'est quelque chose que vous connaissez bien. Est-ce que vous lui dites, non, tiens, fais attention à ça, fais plus non. ça? Non. Je réponds à ces questions. C'est pas très pareil. différent. Ouais. Quand il a une question, il en a souvent, je lui réponds. Mais donner un conseil, vous savez, l'expérience des autres, c'est une lanterne qui éclaire derrière, pas devant. Donc quand il me pose une question, j'y réponds. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup parlé, mais je ne pense pas. Vous êtes devenu grand-père, une fois de plus, mais lorsque vous étiez incarcéré, et je crois juste après votre incarcération, si je ne dis pas de bêtises... Non, pendant mon incarcération. Oui, pendant mais c'est juste après être entré en prison, ça vous avez raté de quelques heures ou jours? Oui. J'ai demandé l'autorisation d'aller voir mon petit-fils qui venait de naître. Combien de temps après? 2 jours, je crois, non? Oh, 1 semaine, je ne sais plus. Et cette autorisation m'a été refusée. Pourquoi? Il a été écrit, il n'y avait pas d'urgence. Certes. Depuis, j'ai appris qu'un célèbre trafiquant de drogue avait eu l'autorisation d'aller rencontrer un futur employeur pendant 2 ans. Ça m'a fait sourire, et c'est la preuve que je n'ai bénéficié d'aucun privilège. Vous suivez le parcours aussi de Julia, votre fille, sur les réseaux sociaux, elle met des vidéos parfois. Est-ce que vous la conseillez? Est-ce que vous me disiez l'autre fois que je vous disais, est-ce que vous la surveillez un peu, mais dis pas qu'un peu. En tant que père, on fait attention à ses enfants. Non mais Julia a vraiment voulu venir me voir en prison. J'ai hésité. C'était pas facile parce qu'elle est toute jeune. Et elle a été formidable. Elle est venue. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, tu sais papa, même en prison, t'es élégant. Alors, pour elle, c'était... Même en prison, tu t'effondres pas. Je lui ai dit, tu vois, dans la vie, on a des places pour aller au foot facilement, mais on peut se retrouver avec une place à la santé. Il faut accepter les deux. C'est une inquiétude pour vous, en tant que père, qu'elle s'expose parfois sur les réseaux sociaux, vous dites... Bien sûr, mais c'est une inquiétude pour tous mes enfants, mais en même temps, je veux pas non plus la brider, elle. Je veux pas la brider. Et elle m'a dit, tu sais, la seule chose qui m'embêterait vraiment, c'est si tu pensais que j'étais faible. Hein? Je lui ai dit, ah, tu as marqué un but. Depuis la dernière émission, vous aviez 69 ans, là vous avez 70 ans. Comment vous avez vécu ce passage, la dizaine, pour terminer sur... Non, à la dernière émission, j'avais 18 ans, maintenant j'en ai 19. Pour moi, c'est vraiment une question que je me pose jamais. C'est vrai? Mais jamais. Jamais. Parce que l'âge est une valeur tout à fait relative. Ce qui compte, c'est d'être en bonne forme. C'est pas l'âge. On a commencé en parlant de ces jeunes qui ont le cancer. 3 ans, 4 ans, 14 ans. Et je vais venir me plaindre parce que j'ai 70 ans. Mais moi, pour moi, je me sens plus jeune que vous. Vous savez pas quel âge je me peut-être donne. parfois je me dis, tiens, pourquoi il est si vieux, ce Guillaume Perret? Non, mais parfois on entend des interviews, tiens, qu'est-ce qui vous manque de vos 20 ans, de vos 30 ans, Mais rien. qu'est-ce qui vous manque de vos 40 ans? Oui. Mes 20 ans étaient très occupés, mes 30 ans très occupés, et mes 70 ans très occupés. Tant qu'il y a un souffle de vie, il faut le vivre à 100%. Est-ce qu'il vous reste, dernière question, est-ce qu'il vous reste quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé, un rêve que vous aimeriez... Mais plein de choses. Il y a tellement de choses que j'ai pas lues, il y a tellement de choses que je ne sais pas, il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Je suis gourmand.
J'aime la vie. Et même à la santé, je l'aimais. C'est une philosophie de vie. La vie est si courte. 3 secondes, 3 minutes, 3 ans, 30 ans. C'est la même distance. Ça passe aussi vite. À la prison, c'est une succession de moments interminables, mais l'ensemble passe vite, comme la vie. Donc, tant qu'il y a cette vie-là, je la vivrai intensément. Vous dites, si je sortais de cet enfer, j'irais à Lourdes voir les malades et les désespérés, page 213. Vous parlez de la foi, de l'aumônier, du prêtre, etc. Est-ce que vous allez aller à Lourdes? J'y ai été. Je tiens toujours mes promesses. Vous êtes déjà allé à Lourdes depuis la sortie? Depuis la sortie, j'ai été à Lourdes avec Carla et j'ai fait exactement ce que j'avais dit. Et quand j'ai vu tous ces gens qui souffraient tellement plus que je ne souffrais moi-même, qui avaient une telle espérance, c'était magnifique. Et j'ai vu à Lourdes une France éternelle, une France qui espère, une France qui est ancrée dans son histoire. On peut croire ou ne pas croire, mais l'histoire de cette petite jeune fille qui a vu 18 fois la Dame, c'est une histoire magnifique. J'ai été là-bas, j'ai honoré ma promesse, comme j'honorerai toutes mes promesses, y compris celle de démontrer mon innocence. Vous finissez le livre d'ailleurs en disant, page 160, il y a 217 pages, mais quelques pages avant, vous dites, tant que je disposerai d'un souffle de vie, je me battrai de toutes mes forces pour démontrer mon innocence complète, quel que soit le temps que ça prendra. Je veux ma réhabilitation complète. Mais la phrase importante, c'est la dernière. À la santé, j'ai recommencé ma vie. Ceux qui voudraient me faire taire ont échoué. Je vais parler, je vais dire et je vais démontrer. Vous recommencerez votre vie. Vous l'imaginez comment, cette deuxième vie? Passionnante et passionnée. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je mets le lien de votre livre. Vous allez... J'imagine quand on sort un livre comme ça, on est content de voir le retour des gens, etc. Vous avez envoyé à des amis, j'imagine, avant la sortie déjà, pour avoir le... Je n'ai envoyé aucun livre. Et pour moi, le livre, il est sorti de moi. Maintenant, il ne m'appartient plus. Il appartient au lecteur. Le livre appartient autant à celui qui le lit et qui y met ses propres sentiments qu'à celui qui l'a écrit. Le journal d'un prisonnier, voilà, aux éditions Fayard, si vous voulez aller le chercher. On a cité quelques anecdotes, quelques extraits durant l'émission, mais il y en a bien plus, il y a 217 pages, donc sinon l'émission aurait duré 15 heures. Mais merci d'avoir pris le temps d'être venu nous voir, Monsieur le Président. Je vous mettrai le lien donc, dans la description directement de la vidéo YouTube, et vous pouvez directement cliquer aussi dans la description des podcasts audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Merci d'être si nombreux chaque semaine à nous suivre, de faire de Légende le premier podcast de France. Vous êtes environ 150 000 à 200 000 à vous abonner en plus chaque mois sur notre chaîne YouTube. Donc merci beaucoup d'être si nombreux. On se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo. Merci encore à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. Et merci de ne pas m'avoir gardé 15 heures. À bientôt. Merci encore d'être venu. Ciao tout le monde, à bientôt.